Bonjour à tous, je suis Anne-Catherine Dumortier, docteure en pharmacie et naturopathe, responsable du département sciences d'Energetica Natura pour la France. Energetica Natura est une entreprise de compléments alimentaires spécialisée en santé intégrative et fonctionnelle. Chez Energetica Natura, nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux outils et supports de formation. C'est pourquoi je suis vraiment ravie de lancer cette série de podcasts, les Capsules Pro Energetica Natura. Ces capsules pro seront pour vous de formidables rendez-vous de formation en médecine fonctionnelle et santé intégrative. Nous y aborderons des thématiques que vous rencontrez chaque jour dans vos cabinets et pour lesquelles des thérapeutes experts partageront leurs connaissances et leur expérience pratique. Cela vous permettra d'acquérir de nouvelles clés de compréhension et d'enrichir votre pratique. Retrouvez-nous régulièrement pour ces rendez-vous destinés aux professionnels de santé. Pour ces podcasts, nous aurons l'honneur de recevoir des experts. Les thèmes abordés seront traités sous des angles très pratiques, illustrés d'études scientifiques récentes, et cela vous permettra d'enrichir vos connaissances, de développer votre pratique et de mieux accompagner vos patients, que vous soyez expert ou débutant. Alors bienvenue dans nos podcasts et laissez-vous inspirer. Bonjour Sandra, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième podcast. Sur le premier podcast, tu nous avais parlé de l'intérêt du butyrate et sur ce deuxième, tu as choisi de nous parler du biofilm intestinal et en particulier de l'intérêt du biofilm pour optimiser l'équilibre du microbiote intestinal. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît ? Effectivement, bonjour à tous. Merci Anne-Catherine pour ce sujet que nous allons aborder qui est très intéressant mais pas assez traité. Donc les caractéristiques du biofilm intestinal sont intéressantes dans le but d'optimiser l'équilibre du microbiote intestinal. Nous allons plonger dans les recherches récentes et apprendre à mieux appréhender cet écosystème particulier. Avant d'aller dans les détails plus précis, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce qu'est le biofilm intestinal ? Oui, c'est en vérité une communauté multicellulaire de micro-organismes, bénéfiques ou pathogènes, qui adhèrent à une surface. Et tout ça est enveloppé dans une matrice extracellulaire produite par les cellules elles-mêmes. Donc la matrice est composée de polysaccharides, de protéines et d'ADN extracellulaire. Et tout ça crée un environnement protecteur et favorable pour les micro-organismes. À savoir qu'environ 65% de toutes les infections microbiennes humaines entraînent la formation de biofilms. Quelles sont précisément les caractéristiques du biofilm intestinal ? Eh bien, le biofilm du microbiote intestinal est une structure complexe qui est installée à la surface de la muqueuse intestinale. Bien que les bactéries soient les principaux composants des biofilms intestinaux, les virus, en particulier les bactériophages et les archées, jouent également des rôles importants. Les bactériophages, ce sont des virus qui infectent les bactéries et qui peuvent moduler les populations bactériennes au sein même des biofilms, tandis que les archées peuvent former leur propre biofilm ou coexister avec les bactéries dans des structures multi-espèces complexes. Concernant les champignons aussi, qui sont présents dans le microbiote intestinal, une étude explique que toutes les espèces de candidats présentent des différences en termes de formation de biofilms, des différences de structure et de modification morphologique de la matrice extracellulaire. Les biofilms sont donc des structures très complexes. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes de leur formation ? Oui, le biofilm, effectivement, se forme en différentes étapes. La première, c'est l'adhésion initiale. Les bactéries se fixent aux cellules épithéliales de l'intestin. Et cette adhésion est facilitée par les protéines de surface des bactéries et par les récepteurs cellulaires de l'épithélium intestinal. Les protéines de surface des bactéries peuvent être soit des protéines d'auto-agrégation, qui facilitent l'agrégation des bactéries entre elles et à la surface épithéliale intestinale, mais aussi ça peut être des adhésines et des protéines de la surface bactérienne qui se lient aux récepteurs sur les cellules hôtes. De l'autre côté, justement, les cellules épithéliales de l'intestin présentent différents récepteurs auxquels les protéines de surface des bactéries peuvent se lier. On a des récepteurs de mannose, par exemple pour la lésion pour Escherichia coli, les Toll-like récepteurs que certains connaissent, qui sont impliqués dans la reconnaissance des motifs moléculaires microbiens et qui peuvent jouer un rôle dans l'attachement bactérien. On a des récepteurs intégrines et il y a aussi les mucines, qui sont des glycoprotéines abondantes dans la couche de mucus et qui fournissent aussi des sites d'attachement pour de nombreuses bactéries. Rappelons que, comme dans tout processus de signalisation cellulaire, il est vraiment capital d'avoir des membranes cellulaires fluides avec un index oméga 3 optimal, entre autres, et que cela permet une bonne fonctionnalisation des récepteurs cellulaires. Mais si on revient à la formation du biofilm, après la première étape de l'adhésion qu'on vient de détailler, il y a celle de la formation du biofilm, celle de la production de la matrice extracellulaire.
Les bactéries commencent en fait à produire des substances extracellulaires, donc les polysaccharides, les protéines, l'ADN, et tout ça forme la matrice du biofilm et qui permet une meilleure adhésion et protection des bactéries. Ensuite, la troisième étape du développement du biofilm, qui est celle de la maturation. La communauté bactérienne croît et se diversifie et elle forme des couches complexes. Les bactéries adhèrent non seulement à la muqueuse intestinale, mais elles adhèrent aussi entre elles. Les bactéries utilisent des systèmes de signalisation comme le quorum sensing pour communiquer et coordonner leurs activités, ce qui favorise la stabilité et la fonctionnalité du biofilm. Le biofilm du microbiote intestinal continue à évoluer, à se stabiliser et atteint une composition relativement stable vers l'âge de 2 à 3 ans. La dernière étape à signaler, c'est qu'il peut y avoir un détachement et une dispersion du biofilm. En effet, des parties du biofilm peuvent se détacher pour coloniser d'autres zones de l'intestin ou d'autres zones de l'organisme à distance via un passage systémique. Et en pratique, quels sont les rôles et les fonctions du biofilm intestinal? Eh bien, il a différentes fonctions. Premièrement, le rôle de protection. Le biofilm protège les bactéries contre les agents microbiens et contre le système immunitaire de l'hôte. Il a un rôle aussi de communication et de coopération pour les bactéries, puisqu'elles peuvent échanger entre elles des nutriments et des signaux chimiques. Troisièmement, il permet une résistance au stress extérieur, puisqu'il assure une protection accrue contre les conditions environnementales qui peuvent être défavorables. Dernièrement, cela permet une interaction avec l'hôte, puisque les bactéries du biofilm peuvent interagir avec les cellules de l'organisme, notamment intestinales, ce qui influence les processus comme la régulation de la perméabilité intestinale, la modulation des réponses immunitaires et encore la digestion. Est-ce qu'il existe des interactions entre le biofilm intestinal et le mucus? Oui, bien sûr, comme nous l'avons déjà évoqué, le mucus et le biofilm vont travailler en cohésion. Le mucus sert de support physique en réalité pour le biofilm. Il permet aux bactéries de s'y adhérer. Les bactéries se fixent sur les mucines et s'organisent en biofilm. L'hydratation adéquate du mucus est donc essentielle, et du biofilm aussi, pour maintenir la consistance justement du mucus intestinal. Le mucus fournit aussi des nutriments aux bactéries, comme les mucines dégradées, les polysaccharides ou d'autres composants. En retour, les bactéries du biofilm peuvent métaboliser ces composants pour produire des métabolites bénéfiques, comme les acides gras à chaîne courte et notamment notre fameux butyrate. Le mucus et le biofilm forment ensemble une barrière physique qui protège les cellules épithéliales contre les pathogènes et contre les toxines. Le biofilm, s'il est eubiotique, peut également empêcher l'adhésion et l'invasion des pathogènes en occupant les sites d'adhésion et en produisant des substances antimicrobiennes. C'est un véritable bouclier dans une guerre de territoire par compétition. Il est aussi nécessaire d'insister sur l'importance d'avoir une couche de mucus de qualité, et celle-ci est dépendante de différents facteurs que l'on a déjà évoqués, mais aussi dans la pratique, ne pas oublier de rechercher la mutation de la fucosyltransférase 2 par analyse génomique et de ce que l'on nomme communément le gène FUT2. Donc pour rappel, si le gène codant pour l'enzyme fucosyltransférase 2 est homozygote non sécréteur, c'est-à-dire qu'il comprend une mutation sur chaque allèle, la personne concernée ne produira jamais un mucus de qualité au niveau de l'épithélium intestinal. Et ceci est d'autant valable pour toutes les autres muqueuses de l'organisme, que ce soit bronchique ou vaginale notamment. Et il n'est pas rare de retrouver chez ces patients des récurrences infectieuses comme des cystites, des mycoses vaginales, des bronchites, pouvant même aller jusqu'à des problèmes de fertilité. Et donc, bien évidemment, cela en fait des sujets beaucoup plus exposés aux dysbioses de leurs différents microbiotes, par instabilité de construction de biofilms eubiotiques dès leurs premiers mois de vie. Il est donc judicieux pour ces patients de leur prescrire tous les micronutriments nécessaires à l'optimisation de la construction d'un mucus de qualité qui est malheureusement génétiquement manquant. Est-ce qu'on peut comparer structurellement le biofilm eubiotique et les biofilms pathogènes? Existe-t-il des différences entre ces deux types de biofilms? Et oui, il y a quand même des différences caractéristiques qu'on va pouvoir évoquer justement. Les biofilms eubiotiques sont caractérisés par une grande diversité microbienne. Ils sont bien organisés, ils forment des structures multicouches complexes. La matrice extracellulaire est riche en polysaccharides, en protéines, en ADN extracellulaire, ce qui facilite les interactions cellulaires et la stabilité du biofilm. Les bactéries bénéfiques utilisent des adhésines spécifiques pour se fixer aux cellules épithéliales et aux mucines sans endommager l'hôte. À la différence, justement, les biofilms pathogènes présentent souvent une diversité microbienne réduite, ils sont souvent moins structurés,
Ils peuvent présenter une organisation plus lâche. Cependant, certains pathogènes peuvent former des structures très résistantes et bien organisées pour résister au traitement, justement. Donc, les biofilms pathogènes peuvent aussi dégrader la barrière de mucus, endommager les cellules épithéliales intestinales et donc favoriser l'inflammation. Est-ce qu'il existe, Sandra, des bilans spécifiques pour analyser les caractéristiques du biofilm du microbiote intestinal? Eh bien oui, plusieurs études ont démontré que l'analyse des caractéristiques du biofilm bactérien avant de traiter les infections apporte une vraie plus-value significative. Ces analyses permettent de personnaliser les traitements, d'améliorer leur efficacité et de réduire leur potentielle résistance. Différentes techniques d'analyse sont possibles et en voici quelques-unes qui m'ont paru intéressantes. Nous avons la microscopie confocale à balayage laser qui permet de visualiser et de quantifier la structure tridimensionnelle du biofilm. On a aussi la spectroscopie qui est utilisée pour analyser la composition chimique de la matrice extracellulaire du biofilm. Et il existe le séquençage de l'ADN bactérien qui est aussi possible et qui permet d'identifier les espèces bactériennes présentes dans le biofilm et de mettre en évidence des gènes de résistance aux antibiotiques, par exemple. En quoi le traitement des biofilms pathogènes, Sandra, est tout autant important à maîtriser que le traitement des pathogènes directement? Eh bien, puisque le traitement du biofilm va permettre d'éviter la résistance aux antibiotiques. La matrice extracellulaire des biofilms agit comme une véritable barrière physique qui limite la pénétration des antibiotiques. Cela permet aux bactéries encapsulées de survivre, même en présence de concentrations élevées d'antibiotiques. Les bactéries dans le biofilm peuvent aussi entrer dans un état de dormance ou de croissance ralentie, ce qui les rend moins sensibles aux antibiotiques du coup. Et dans ces cas précis, il est judicieux d'abord de traiter ou d'adjoindre un traitement antibiofilm, ce qui permettra au traitement bactéricide d'agir correctement. Ensuite, ce biofilm permet aussi une protection contre le système immunitaire de l'hôte. Et c'est pourquoi il est intéressant de traiter ce biofilm pour pouvoir traiter de manière optimale le microbiote pathogène. Alors, en détail, les biofilms protègent les bactéries contre les cellules immunitaires de l'hôte, comme les phagocytes. Les bactéries encapsulées dans la matrice sont moins susceptibles d'être détectées et éliminées par le système immunitaire. La présence de biofilms peut déclencher une réponse inflammatoire chronique, ce qui contribue aussi à des dommages tissulaires et à des pathologies telles que les MICI. Même après un traitement antibiotique, les biofilms peuvent persister et permettre la récurrence de l'infection une fois que le traitement est arrêté. Et ils peuvent aussi faciliter, les biofilms, le transfert horizontal de gènes entre différentes espèces bactériennes, y compris les gènes qui confèrent une résistance aux antibiotiques. Est-ce que certains traitements plus naturels que les antibiotiques ont montré leur efficacité pour se débarrasser des biofilms pathogènes? Et oui, et c'est là toute l'utilité en pratique. Nous avons des huiles essentielles qui peuvent être intéressantes, comme la cannelle ou l'origan, qui ont des propriétés anti-biofilms et antimicrobiennes. Il y a aussi certaines souches probiotiques, comme le Lactobacillus rhamnosus GG. D'ailleurs, une étude a démontré que cette souche probiotique pouvait inhiber la formation de biofilms par des pathogènes opportunistes dans l'intestin humain. Le Saccharomyces boulardii a aussi montré son efficacité sur la capacité à interférer avec la formation de biofilms de Candida albicans, notamment sur les entérocytes. Les acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, qui va être efficace, qui va être produit donc par la fermentation des fibres alimentaires notamment, il va inhiber la formation des biofilms, notamment par le Streptococcus mutant, et il augmente la sensibilité des biofilms à la chlorhexidine. Certains polyphénols également, comme l'extrait de thé vert, va inhiber la formation de biofilms par le Pseudomonas aeruginosa et améliore aussi l'efficacité des antibiotiques. Et enfin, certaines enzymes naturelles, comme la sérapeptase, la bromélaïne, qui vont dégrader les protéines de la matrice du biofilm pathogène, ce qui va faciliter son élimination. Donc, de manière plus générale, les enzymes protéolytiques vont avoir une action bénéfique comme traitement du biofilm, et il est plutôt recommandé de prendre ces enzymes pour cette indication en dehors des repas, afin qu'elles ne soient pas déjà utilisées pour la digestion des aliments. Et d'ailleurs, des études ont montré que la bromélaïne, qui est une enzyme extraite de l'ananas, perturbe les biofilms de Pseudomonas aeruginosa et améliore l'action des antibiotiques. La sérapeptase, quant à elle, a montré dans certaines études son efficacité contre des biofilms de Staphylococcus aureus et de Pseudomonas aeruginosa aussi. Et un actif naturel, le miel de Manuka, a montré son efficacité en inhibant la formation de biofilms de Clostridium difficile.
En conclusion, Sandra, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous résumer toute l'importance du biofilm intestinal? Eh bien oui, en résumé, le biofilm du microbiote intestinal, c'est une structure dynamique, complexe, qui joue un rôle crucial dans la santé intestinale et aussi dans la santé systémique de l'hôte. Donc comprendre cette structure et son fonctionnement est vraiment essentiel pour développer des stratégies de traitement et de prévention adaptées. Et comme j'aime bien le rappeler, prendre soin de notre microbiote intestinal, c'est cultiver un écosystème intérieur vibrant qui soutient notre bien-être global. Car un intestin en bonne santé, c'est la clé d'un corps et d'un esprit équilibré. Merci infiniment Sandra pour ce podcast, c'était passionnant. Le sujet du biofilm, c'est quelque chose de très complexe qui est assez peu abordé, donc je suis certaine que nos thérapeutes ont appris beaucoup d'informations déterminantes pour leur pratique, qui va beaucoup les aider au quotidien. Je vous invite pour un prochain live, le 15 octobre, on retrouvera le docteur Julien Puchois, avec lequel nous aborderons une thématique tout autre, l'équilibre hormonal. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez revoir ce podcast. Vous pourrez aussi accéder à la totalité de notre offre de formation dans notre espace académie. Enfin, vous pourrez découvrir nos solutions thérapeutiques et produits en lien avec le thème abordé par Sandra Charot. À bientôt, merci beaucoup. Merci.